Au moment où ma sœur Émilie a déballé mon cadeau à sa fête d'anniversaire pour ses 35 ans, son visage s'est tordu en ce ricanement familier que je ne connaissais que trop bien. Elle a brandi la boussole restaurée, le bien le plus précieux de notre grand-mère, et Harry. Camelot, un déchet sans valeur, a-t-elle annoncé à tous ses riches amis, avant de la jeter dans la poubelle à côté d'elle. Je suis resté là, silencieux, observant sa cruauté théâtrale, sachant qu'elle n'avait aucune idée que la maison de luxe dans laquelle elle se tenait, la Tesla dans son allée, et la robe de créateur qu'elle portait étaient toutes payées par moi. La fête a continué autour de moi comme si de rien n'était. Les invités d'Émilie, tous vêtus de leurs vêtements chers et dégoulinants de bijoux, sont retournés à leur champagne et à leurs conversations futiles. Je suis resté figé sur place, fixant cette poubelle où la boussole de notre grand-mère gisait maintenant parmi les papiers d'emballage jetés et les assiettes de fête. Émilie se pavanait parmi ses invités, jouant l'hôtesse parfaite, me jetant de temps en temps des regards avec ce sourire narquois qui disait qu'elle aimait m'humilier. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que depuis 5 ans, depuis que nos parents sont morts dans cet accident de voiture, j'avais été la fondation invisible qui soutenait toute sa vie. Quand nos parents sont décédés, j'ai hérité de l'entreprise de construction familiale. Papa l'avait bâtie à partir de rien pour en faire une entreprise de plusieurs millions de dollars, et son testament expliquait clairement pourquoi il me l'avait laissé à moi plutôt qu'à Émilie. Mais je ne lui ai jamais parlé de l'héritage. Au lieu de cela, je l'ai laissé croire qu'elle était celle qui réussissait, pendant que je travaillais discrètement en arrière-plan. Chaque mois, pendant 5 ans, 30 000 $ ont été virés de mes comptes vers diverses sociétés écrans que j'avais créées. Ces sociétés n'avaient qu'un seul but, maintenir Émilie à flot sans qu'elle le sache. Sa boutique dont elle se vantait constamment? Elle n'avait jamais fait de profit. Pas une seule fois. L'hypothèque de cette maison de 500 000 $ où elle organisait des fêtes et me regardait de haut. Je la payais par le biais d'une fiducie qu'elle pensait provenir d'un parent éloigné qui n'existait pas. La Tesla Model S qu'elle conduisait en ville, postant des photos sur les réseaux sociaux sur sa réussite? Je l'avais achetée via une autre société écran et avais arrangé les choses pour qu'elle la gagne à un concours auquel elle pensait avoir participé au hasard en ligne. Même l'assurance maladie de sa famille provenait d'un programme spécial auquel son mari Marc était censé être éligible grâce à son travail d'enseignant, mais c'était en fait moi qui couvrais les primes. J'avais passé 3 mois à restaurer cette boussole. Notre grand-mère l'avait emportée lors de son immigration d'Irlande, à travers la Grande Dépression, en élevant seuls 6 enfants après la mort précoce de grand-père. Elle nous disait qu'elle nous indiquerait toujours le chemin de la maison, peu importe à quel point nous étions perdus. C'était la seule chose que j'avais gardée de sa succession, et j'avais minutieusement restauré chaque détail en laiton, remplacé le cristal et l'avais fait calibrer par un professionnel. Georges, tu devrais vraiment essayer de mieux t'habiller pour ces événements. La voix d'Émilie a traversé mes pensées. Elle était apparue à côté de moi avec son cercle d'amis. Tout le monde se demande ce que tu fais comme travail ces jours-ci. Toujours à enchaîner les petits boulots? J'ai regardé sa robe de créateur, sachant que je l'avais payée la semaine dernière quand elle avait plafonné sa carte de crédit. Je m'occupe, ai-je dit simplement. Il est trop fier pour accepter de l'aide, a dit Émilie à ses amis, secouant la tête avec une fausse sympathie. Je lui ai proposé des postes dans ma boutique, mais il insiste pour faire les choses à sa manière. Certaines personnes ne peuvent tout simplement pas être aidées. Son amie Jennifer, portant des diamants que j'ai reconnus d'une alerte d'achat sur la carte de crédit que je remboursais secrètement chaque mois, m'a regardé avec pitié. Ça doit être difficile, Émilie. De devoir voir ton frère lutter. Le plus dur, c'est l'embarras, a dit Émilie, sans même essayer de baisser la voix. Quand les gens découvrent que nous sommes parents, je dois expliquer que nous avons été élevés de la même manière, mais que nous avons fait des choix différents. Marc, le mari d'Émilie, est apparu à ses côtés. C'était un homme bon, un professeur d'histoire au lycée qui aimait sincèrement ses élèves. Il avait épousé Émilie il y a 10 ans, quand elle était différente, ou du moins prétendait l'être. Émilie, ça suffit, a-t-il dit doucement. Je suis juste honnête, a répondu Émilie en balayant ses cheveux. Georges sait que je l'aime malgré ses échecs. Marc a croisé mon regard et a articulé, désolé, avant d'entraîner Émilie pour saluer d'autres invités. Il le faisait plus souvent ces derniers temps, s'excusant pour sa femme avec des regards et des gestes, comme s'il savait que quelque chose n'allait pas du tout, mais ne pouvait pas tout à fait l'identifier. Je me suis dirigé vers la poubelle, prévoyant de récupérer la boussole quand personne ne regarderait. Mais l'ami d'Émilie, Robert, se tenait juste à côté, parlant fort de son nouveau yacht. J'ai décidé d'attendre plus tard.
La fête a continué pendant encore 2 heures. J'ai siroté une seule bière et j'ai regardé Émilie parcourir la pièce, acceptant des cadeaux qui ne signifieraient jamais autant pour elle que cette boussole aurait dû. Elle a parlé de ses projets d'expansion pour la boutique, de la maison de vacances qu'elle envisageait en Floride, de l'école privée où elle inscrirait ses enfants l'année prochaine. Chaque projet, chaque vantardise, chaque moment d'exhibition était construit sur mon argent, mes sacrifices, mon silence. Vers 22 heures ce soir-là, alors que les invités commençaient à partir, j'ai entendu Émilie dans la cuisine au téléphone. Elle parlait de ce ton feutré et urgent qu'elle utilisait quand elle se croyait maligne. « Oui, monsieur Peterson. Je veux avancer avec la paperasse, disait-elle. Ma grand-mère avait certainement plus d'actifs que ce qui a été divulgué. Je sais que George les cache. Il a toujours été son préféré, lui rendant toujours visite à la maison de retraite. Elle doit lui avoir donné accès à des comptes que nous ne connaissons pas, mon sang s'est glacé. Peterson était un avocat, connu pour ses litiges successoraux agressifs. J'ai la preuve qu'il l'a manipulé dans ces dernières années, a poursuivi Émilie. Toutes ses visites quand elle avait la démence. Il a dû lui faire signer des choses. Je veux ce qui me revient de droit, et je me fiche de ce qu'il faudra pour l'obtenir. Elle a fait une pause, écoutant la réponse. Oui, déposer les papiers préliminaires. Je veux le prendre au dépourvu. Il est trop stupide pour voir ça venir de toute façon. Je me suis reculé de l'embrasure de la cuisine, mon esprit s'emballant. Non seulement elle vivait de mon argent tout en m'humiliant publiquement, mais maintenant elle prévoyait de me poursuivre en justice pour des actifs qui n'existaient pas, prétendant que j'avais manipulé notre grand-mère, la même grand-mère dont elle venait de jeter la boussole à la poubelle. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un seul message texte à Sarah, ma directrice financière. Initialiser le projet vérité lundi matin à 9 heures précises. Puis je suis passé devant la cuisine, devant les derniers invités, devant la poubelle où la boussole gisait encore, et je suis sorti par la porte d'entrée. Émilie n'a même pas remarqué que j'étais parti. En rentrant chez moi dans ma Honda Civic de 10 ans, la voiture dont Émilie se moquait toujours, j'ai pensé aux 5 années de relevés, de reçus et de documents conservés dans le coffre de mon bureau. Chaque paiement, chaque sauvetage, chaque opération de secours secrète que j'avais menée pour maintenir la vie de ma sœur à flot. Elle me croyait stupide. Elle me croyait pauvre. Elle me croyait un échec. Lundi matin, elle allait apprendre à quel point elle avait tort. Le lundi est arrivé avec une clarté inhabituelle. Un de ces matins vifs où tout semblait plus net, plus défini. Je suis arrivé à mon vrai bureau à 7 heures, 2 heures avant la réunion avec Sarah. Le bâtiment était l'une de ces tours étincelantes du centre-ville devant lesquelles Émilie passait chaque jour en allant à sa boutique, sans jamais savoir que la suite exécutive du dernier étage appartenait à son frère raté. Je me tenais devant les baies vitrées, regardant la ville s'éveiller en contrebas. Quelque part là-dehors, Émilie se préparait probablement à une autre journée à faire semblant de réussir, une autre journée à dépenser de l'argent qu'elle n'avait pas gagné, une autre journée à vivre un mensonge que j'avais permis depuis trop longtemps. Sarah est arrivée tôt, comme toujours. Elle portait 2 tasses de café et un épais dossier que je savais contenir 5 ans de registres financiers soigneusement documentés. Sarah n'était pas seulement ma directrice financière. Elle avait une histoire avec Émilie que je n'ai apprise qu'après l'avoir embauchée il y a 3 ans. « Es-tu prêt pour ça, George ?» a-t-elle demandé en posant un café sur mon bureau. J'aurais dû le faire il y a des années, ai-je répondu en prenant une gorgée du café noir parfaitement préparé. Tu honorais les vœux de tes parents. Ils t'ont demandé de prendre soin d'elle. Prendre soin de quelqu'un ne signifie pas cautionner sa cruauté, ai-je dit en me détournant de la fenêtre. Elle a franchi une ligne samedi soir. Sarah a ouvert le dossier, étalant des documents sur la table de conférence. Passons en revue ce à quoi nous avons affaire. La boutique d'Émilie perd actuellement 30 000 $ par mois. Elle dit à tout le monde que c'est un succès massif, prétendant même qu'elle prévoit de franchiser, mais elle n'a pas fait un seul mois rentable en 4 ans. Comment est-ce possible, ai-je demandé, bien que je connaisse la réponse. Elle refuse d'écouter les conseils. Elle surstocke les stocks en fonction de ses goûts personnels plutôt que de la recherche de marché, et traite si mal ses employés que le taux de roulement est constant. La seule raison pour laquelle elle a encore du personnel, c'est parce que nous complétons secrètement leur salaire pour compenser son comportement. Sarah a sorti un autre document. La Tesla qu'elle conduit est enregistrée au nom de notre société écran, Infinity Holdings. Elle l'utilise comme garantie pour des prêts personnels, ce qui est une fraude puisqu'elle n'en est pas propriétaire.
3 banques différentes ont des privilèges sur un véhicule qu'elle n'a aucun droit légal de mettre en gage. Et la maison? C'est là que ça devient intéressant, a dit Sarah, un léger sourire traversant son visage. La maison est la propriété du George Malister Family Trust, qui paie directement l'hypothèque, les impôts et l'assurance. Emily et Mark pensent qu'ils en sont les propriétaires purs et simples parce que nous traitons tout par le biais d'un cabinet d'avocats qui leur envoie de fausses déclarations montrant qu'ils ont des capitaux propres. En réalité, ce sont essentiellement des locataires qui ne paient pas de loyer. Je me suis assis en face d'elle, le poids de ce qui allait se passer pesant sur mes épaules. Et les dons au centre communautaire? L'expression de Sarah s'est assombrie. Elle s'en attribue le mérite depuis 3 ans. Les plaques, les cérémonies, les articles de presse sur sa générosité, tout cela pendant que les chèques provenaient de ton compte personnel. Mais voici quelque chose que tu ne savais pas. Elle a approché ces mêmes organisations pour leur demander des pots de vin, prétendant qu'elle devait récupérer les frais administratifs de ses dons. Elle demande des pots de vin pour des dons de charité qu'elle n'a même pas fait. 20% généralement. La plupart des organisations ont refusé, mais 2 lui ont effectivement payé, pensant qu'elle remboursait des dépenses légitimes. La porte s'est ouverte et mon équipe juridique est entrée. 2 associés principaux de l'un des cabinets les plus prestigieux de la ville, Richard Blackstone et Amanda Torres, s'occupaient des affaires de mon entreprise depuis des années, mais ceci était personnel. George, a dit Richard en me serrant la main. Nous avons tout examiné. Vous avez le droit légal absolu de récupérer tous les actifs immédiatement. La structure de la fiducie que Sarah a établie est en béton. Et la poursuite qu'elle prépare, ai-je demandé. Amanda a souri. Nous avons reçu les papiers préliminaires ce matin. Elle prétend que vous avez manipulé votre grand-mère pour cacher des actifs. C'est complètement sans fondement, surtout si l'on considère que la succession de votre grand-mère a été entièrement homologuée et clôturée il y a 3 ans avec la pleine connaissance et la signature d'Emily sur tous les documents. Mais voici la partie intéressante, a ajouté Richard en sortant sa tablette. Nous avons demandé à notre enquêteur de faire des recherches. Emily dit aux gens depuis des années qu'elle a refusé son héritage pour construire quelque chose par elle-même. Nous avons 17 témoins qui témoigneront qu'elle a affirmé à plusieurs reprises avoir refusé l'argent de la famille par principe. Sarah a ri, court et amère. Bien sûr qu'elle l'a fait. Le récit de la réussite autodidacte sonne mieux que d'admettre qu'elle a été déshéritée pour avoir volé. J'ai levé les yeux brusquement. Vous saviez ça? Sarah a croisé mon regard. George, j'étais sa colocataire à l'université. Tu te souviens? Je l'ai vu prendre de l'argent du fonds d'urgence de tes parents quand ils sont venus nous rendre visite. Je l'ai vu simuler des urgences pour leur soutirer de l'argent. J'étais là quand elle a volé mon plan d'affaires pour une boutique et l'a présenté à des investisseurs comme sa propre idée. Pourquoi penses-tu que son magasin perd de l'argent? Elle a volé le concept mais n'avait aucune idée de comment l'exécuter. Tu ne m'as jamais dit que c'était ce qui s'était passé entre vous deux. Tu ne l'as jamais demandé, et je me suis dit que tu avais assez de problèmes. Mais quand tu m'as embauché et que j'ai vu ce que tu faisais pour elle, la maintenir à flot pendant qu'elle te détruisait publiquement, j'ai commencé à tout documenter. Je savais que ce jour arriverait. Elle a sorti son téléphone et m'a montré une vidéo. C'était de la fête de samedi, filmée par l'un des membres du personnel de restauration. La vidéo montrait clairement Emily jetant la boussole à la poubelle, ses paroles cruelles audibles par-dessus le bruit de la fête. Mais plus important encore, elle a capturé la conversation qui a suivi, où elle m'a traité d'échec, d'embarras, et a dit qu'elle souhaitait pouvoir me renier. L'entreprise de restauration utilise des caméras corporelles à des fins de responsabilité, a expliqué Sarah. Le propriétaire est un de nos clients. Il a été heureux de partager les images quand je lui ai expliqué la situation. Richard s'est raclé la gorge. Alors, comment voulez-vous procéder? Nous pouvons le faire progressivement ou tout d'un coup. Tout d'un coup, ai-je dit sans hésitation. Comme arracher un pansement. Très bien, a dit Amanda en sortant une pile de documents. Signez-les et d'ici la fin de la journée, tous les actifs reviendront sous votre contrôle direct. La maison, la voiture, le financement de l'entreprise, tout s'arrête immédiatement. J'ai signé chaque document avec soin, mes mains stables malgré l'ampleur de ce que je faisais. À chaque signature, je démantelais la fausse vie que ma sœur avait construite sur mes fondations. Il y a encore une chose, a dit doucement Sarah. Mark t'a envoyé des SMS. Elle m'a tendu mon téléphone personnel, que j'avais ignoré toute la matinée.
Il y avait 7 messages de mon beau-frère. Georges, je suis désolé pour samedi soir. Émilie a dépassé les bornes. Les enfants ont tout vu. Ils n'arrêtent pas de demander pourquoi maman a jeté le cadeau d'oncle Georges. J'ai trouvé la boussole dans la poubelle. Je l'ai. Il faut qu'on parle. Il y a des choses que tu ne sais pas. Les enfants demandent de tes nouvelles depuis des mois. Émilie leur dit que tu es trop occupé pour eux. S'il te plaît, Georges. Je pense que mon mariage s'effondre et je ne sais pas quoi faire. J'ai regardé les messages, ressentant un mélange de colère et de sympathie. Marc était un homme bon, piégé dans une situation qu'il ne comprenait pas entièrement. Réponds-lui, a conseillé Sarah. Il pourrait être ton allié dans cette affaire. J'ai tapé en retour. Retrouve-moi pour le déjeuner aujourd'hui, 13 h au Murphy S. Deli. Viens seul. Sa réponse a été immédiate. J'y serai. La matinée s'est poursuivie avec une rafale d'activités. Des avis juridiques ont été préparés, des comptes ont été gelés et des paiements automatiques ont été annulés. À midi, le château de cartes soigneusement construit d'Émilie commencerait à s'effondrer. Georges, a dit Sarah alors que les avocats se préparaient à partir. Elle va venir ici quand elle le découvrira. Es-tu prêt pour ça? Elle ne sait même pas où se trouve mon bureau, ai-je répondu. Elle le saura d'ici la fin de la journée. Les nouvelles vont vite dans cette ville, surtout les mauvaises. J'ai hoché la tête, regardant de nouveau la ville en contrebas. Laisse-la venir. Il est temps qu'elle affronte la vérité. Alors que tout le monde sortait pour exécuter le plan, je suis resté à la fenêtre, pensant à nos parents. Ils avaient aimé Émilie malgré ses défauts, m'avaient demandé de prendre soin d'elle dans leur testament. Mais je me demandais s'ils reconnaîtraient la personne qu'elle était devenue, cette étrangère cruelle et prétentieuse qui portait le visage de leur fille. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Marc. Merci. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur Émilie. Elle ment sur plus de choses que tu ne le penses. À tout à l'heure à 13 h. J'ai posé le téléphone et je suis allé à mon bureau où une photo de notre famille d'il y a 15 ans était dans un cadre en argent. Nous avions l'air heureux alors, avant que l'argent, la mort et les mensonges ne nous déchirent. Émilie souriait sincèrement sur cette photo, son bras autour de mes épaules, me regardant avec une réelle affection. Je me demandais si cette personne existait encore quelque part en elle, ou si elle avait été complètement consumée par la cupidité et l'orgueil. Dans 3 heures, je le saurais. Le Murphy S. Deli a été choisi intentionnellement. C'était un petit établissement familial qu'Émilie ne visiterait jamais car il n'était pas assez branché pour son image. Marc est arrivé 10 minutes en avance, l'air hagard et portant un petit sac. Il s'est glissé dans la banquette en face de moi et a immédiatement sorti la boussole, la posant doucement sur la table entre nous. Je l'ai nettoyée, a-t-il dit simplement. Je ne supportais pas de la voir à la poubelle. Merci, ai-je répondu, plaçant soigneusement la boussole dans la poche de ma veste. Marc a commandé un café noir et a attendu que la serveuse parte avant de parler à nouveau. Georges, je dois te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu écoutes sans m'interrompre. J'ai hoché la tête. Je sais depuis 2 ans que tu nous soutiens. Je ne suis pas un idiot. Les enseignants parlent entre eux. Et quand mon collègue a mentionné qu'il n'y avait pas de programme d'assurance spéciale dans notre école, j'ai commencé à enquêter. Il m'a fallu 6 mois pour tout remonter jusqu'à toi. Ma tasse de café s'est arrêtée à mi-chemin de mes lèvres. Tu sais depuis 2 ans. Oui. Et je documente le comportement d'Émilie depuis lors. J'ai des enregistrements, Georges. Des enregistrements d'elle parlant de toi, de tes parents, de l'argent qu'elle leur a volé avant leur mort. Elle a admis avoir volé? Marc a sorti son téléphone et a joué un enregistrement vocal. La voix d'Émilie a rempli l'espace entre nous, pâteuse à cause du vin, mais cristalline. Mes parents étaient des idiots. Ils gardaient de l'argent liquide dans ce coffre-fort en pensant que je ne connaissais pas la combinaison. J'ai pris des milliers au fil des ans, et ils n'ont jamais remarqué. Georges a toujours été leur fils parfait. Mais j'étais plus maligne. J'ai eu ce dont j'avais besoin. C'était quand? Il y a 3 mois. Elle était ivre en célébrant une soi-disant grosse vente à la boutique. Mais Georges, ce n'est pas le pire. Les mains de Marc tremblaient alors qu'il passait à un autre enregistrement. Écoute ça. La voix d'Émilie à nouveau. Cette fois, parlant à quelqu'un au téléphone. Les enfants n'ont pas besoin de voir leur oncle.
Je leur ai dit qu'il est pratiquement sans abri. Probablement drogué. Mieux vaut qu'il ne s'attache pas à un perdant. De plus, j'ai mis son nom sur les cadeaux que je leur achète. Il pense qu'il envoie des cadeaux à chaque anniversaire et à Noël. J'encaisse les chèques qu'il envoie pour leur fonds d'études et je les utilise pour la boutique. Il ne le saura jamais. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Elle vole tes enfants. 20 000 $ par enfant sur 5 ans. Les chèques que tu as envoyés pour leurs études ont disparu. Dépensés en stocks qui ne se sont jamais vendus. Déjeuner coûteux avec des amis. Ce voyage à Paris, elle l'a affiché sur tous les réseaux sociaux. La serveuse a apporté nos sandwichs, mais aucun de nous n'y a touché. Il y a plus, a poursuivi Marc. Elle a une liaison avec son soi-disant investisseur, David Chen, celui qu'elle rencontre toujours pour des dîners d'affaires. J'ai des photos, des relevés de cartes de crédit, montrant des chambres d'hôtel, tout. Marc, je suis désolé. Il a secoué la tête. Ne le sois pas. J'ai cessé d'aimer Émilie il y a 3 ans, quand j'ai vu qui elle était vraiment. Je suis resté pour les enfants, mais maintenant je réalise que je ne faisais que la conforter, comme tout le monde. Quand je l'ai vu jeter cette boussole, la boussole de ta grand-mère, à la poubelle et la traiter de sans valeur, quelque chose en moi s'est brisé. Cette boussole a survécu à la traversée de l'Atlantique, à la Grande Dépression, à une guerre mondiale, et ma femme l'a jetée comme un déchet parce qu'elle n'avait pas d'étiquette de créateur. Qu'est-ce que tu vas faire? Je prends les enfants et je pars. J'ai déjà consulté un avocat. Avec les preuves que j'ai, la garde ne sera pas un problème. Mais Georges, il y a autre chose que tu dois savoir. Émilie rencontre des investisseurs ce soir à la Bernardine. Elle leur présente une expansion majeure, prétendant avoir obtenu un financement d'un bienfaiteur mystérieux. Elle prévoit d'utiliser ton argent pour attirer de vrais investisseurs. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Sarah. Changement de plan. On va à la Bernardine ce soir. Le restaurant français? Émilie y a une réservation à 20 h avec le Brennan Investment Group. Je sais. Assure-toi qu'on ait une table visible. Georges, a dit Sarah lentement. C'est une démonstration de force. Très publique. Il le faut. Elle a vécu ses mensonges en public. Elle peut affronter la vérité de la même manière. Ce soir-là, je suis arrivé à la Bernardine à 19h45, portant mon meilleur costume, celui que je portais pour les réunions du conseil d'administration avec des clients internationaux. Sarah était déjà là, assise à une table qui nous donnait une vue parfaite sur la banquette d'angle d'Émilie. Richard et Amanda étaient au bar, ressemblant à n'importe quel autre couple riche sorti pour prendre un verre. Émilie est entrée à 20 h précises, portant une robe que j'ai reconnue d'un récent relevé de carte de crédit. 4 000 $ de tissu de créateur enroulé autour d'une femme qui n'avait aucune idée que son monde était sur le point de s'effondrer. Elle était suivie de 3 hommes en costume cher. Les frères Brennan, qui dirigeaient l'une des sociétés d'investissement les plus prospères de la ville. J'ai attendu qu'ils soient assis, que le vin soit versé, qu'Émilie ait commencé sa présentation. Elle avait une tablette, montrant des graphiques et des projections, sa voix portant à travers le restaurant alors qu'elle peignait une image de succès entièrement fictive. Comme vous pouvez le voir, disait Émilie, notre croissance a été exponentielle. Nous sommes prêts à nous développer et avec votre investissement plus mon soutien existant, nous pourrions avoir 10 emplacements d'ici 18 mois. C'est là que je me suis levé et que je me suis approché de leur table. Bonsoir, messieurs, ai-je dit en m'adressant directement aux frères Brennan. Tom, James, Michael, ravi de vous revoir. Le visage de Tom Brennan s'est illuminé de reconnaissance. Georges, quelle surprise. Messieurs, voici Georges Malisté. Son entreprise a construit notre siège social. Livré en dessous du budget et en avance sur le calendrier. Le visage d'Émilie est devenu blanc, puis rouge. Vous vous connaissez? Se connaître? Harry James Brennan. L'entreprise de Georges est la seule entreprise de construction que nous utilisons. Nous essayons de le faire s'associer avec nous sur un projet de développement depuis 2 ans. Je suis désolé, a interrompu Émilie, sa voix trop aiguë. Mais c'est mon frère, Georges. Il fait des petits boulots, de la main-d'œuvre de construction principalement. Michael Brennan a eu l'air confus. Émilie, ton frère possède Malisté Construction. Ils font environ 50 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. C'est impossible, a dit Émilie,
ses mains agrippant le bord de la table. Nos parents ne lui ont rien laissé. Je le saurais. J'ai souri, mais il n'y avait aucune chaleur dedans. En fait, Émilie, ils m'ont tout laissé. L'entreprise, les propriétés, les investissements. Tu le saurais si tu n'avais pas quitté la lecture du testament en trombe après avoir appris qu'ils t'avaient déshérité pour les avoir volés. Comment oses-tu mentir devant mes investisseurs? La voix d'Émilie montait, attirant l'attention des autres tables. Sarah est apparue à côté de moi, tenant un dossier. Mademoiselle Malistet, ce ne sont pas vos investisseurs. En fait, vous n'avez aucun investisseur. Le bienfaiteur mystérieux que vous revendiquez, c'est votre frère. Chaque dollar que votre boutique a jamais reçu est venu de lui. Émilie a ri, mais ça sonnait forcé. C'est ridicule. J'ai bâti mon entreprise à partir de rien. Richard s'est avancé depuis le bar. Je suis Richard Blackstone. Mademoiselle Malistet, je représente votre frère. À partir de midi aujourd'hui, tout financement de votre boutique a été résilié. Le bâtiment que vous occupez appartient à Malistet Construction, et vous êtes expulsé pour non-paiement de loyer. C'est une blague, a dit Émilie. Mais sa voix tremblait maintenant. Une sale blague. J'ai sorti mon téléphone et j'ai montré au frère Brennan un document. Voici 5 ans de registre financier montrant chaque paiement que j'ai fait pour maintenir son entreprise à flot. 30 000 $ par mois de pertes couvertes par mes comptes personnels. Tom Brennan s'est levé lentement, son visage froid. Émilie, vous nous avez dit que vous étiez une histoire de réussite autodidacte. Vous avez dit que vous aviez refusé l'argent de la famille pour construire quelque chose par vous-même. Je l'ai fait. Je le suis. Amanda a rejoint notre cercle grandissant. Mademoiselle Malistet, vous êtes également poursuivie pour fraude. Vous avez utilisé un véhicule que vous ne possédez pas comme garantie pour des prêts personnels. La Tesla que vous avez conduite jusqu'ici ce soir? Elle est en train d'être saisie au moment où nous parlons. À travers les fenêtres du restaurant, nous pouvions tous voir une dépanneuse reculer jusqu'à la Tesla d'Émilie. Elle a couru à la fenêtre, pressant ses mains contre la vitre comme une enfant devant une confiserie. Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-elle chuchoté. Pas ici. Pas devant tout le monde. De la même manière que tu as jeté la boussole de grand-mère devant tout le monde, ai-je demandé doucement. De la même manière que tu m'as humilié à chaque occasion pendant 5 ans. Les frères Brennan rassemblaient leurs affaires, le dégoût clair sur leur visage. Nous n'investissons pas dans les menteurs, a dit simplement Tom. George, nous t'appellerons la semaine prochaine pour ce projet de développement. Alors qu'il partait, Émilie s'est tournée vers moi, ses cheveux soigneusement coiffés commençant à tomber, son maquillage coulant alors que des larmes se formaient. Tu m'as ruiné. Non, ai-je dit en sortant la boussole de ma poche et en la brandissant. Tu t'es ruinée toute seule. Cette boussole que tu as qualifiée de Camelot sans valeur, elle vaut plus que tout ce que tu pensais posséder, car elle représente la vérité, la direction et la famille. 3 choses que tu as jetées bien avant de jeter ça. Le directeur du restaurant s'est approché, l'air mal à l'aise. Je suis désolé, mais il y a un problème avec la carte de crédit pour cette réservation. Émilie a fouillé dans son portefeuille, sortant carte après carte. Chacune a été refusée. Les cartes d'entreprise, les cartes personnelles, même la carte d'urgence qu'elle ne savait pas que je payais. J'aurais besoin d'un moyen de paiement valide ou je devrais appeler la police, a dit le directeur en s'excusant. J'ai sorti mon portefeuille et je lui ai tendu de l'argent liquide. Pour le vin qu'ils ont déjà ouvert, ai-je dit. Ils ne resteront pas pour le dîner. Émilie est restée là, tremblante, alors que la réalité s'abattait sur elle. Les autres convives regardaient tous maintenant, certains enregistrant sur leur téléphone. La reine des réseaux sociaux qui avait bâti son image sur le succès et la richesse était exposée comme une fraude de la manière la plus publique possible. Ta maison, ai-je dit doucement, pour qu'elle seule puisse entendre, a un préavis de 30 jours affiché sur la porte. Ton mari est déjà parti avec les enfants. Et cette poursuite que tu as intentée contre moi, mes avocats contre-attaquent pour diffamation, fraude et vol. Chaque chèque destiné aux études de tes enfants que tu as encaissé pour toi-même est documenté. Les jambes d'Émilie ont flanché et elle s'est affaissée sur une chaise. George, s'il te plaît. Je suis ta sœur. Ma sœur est morte il y a 5 ans avec nos parents, ai-je répondu. Tu es juste quelqu'un qui lui ressemble. En sortant du restaurant avec mon équipe, je pouvais entendre Émilie sangloter derrière nous.
Mais ce n'étaient pas des larmes de remords ou de prise de conscience. C'étaient des larmes de rage, de quelqu'un qui avait perdu ses jouets mais n'avait pas appris sa leçon. Pas encore. 2 jours plus tard, j'étais dans mon bureau lorsque Sarah a frappé et est entrée. Son visage était un mélange d'inquiétude et de quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction. Elle est là, a dit simplement Sarah. Dans le hall. La sécurité la retient. J'ai levé les yeux des contrats que je révisais. Comment a-t-elle l'air? Comme quelqu'un qui n'a pas dormi depuis 48 heures. Elle porte la même robe que celle du restaurant et elle est venue en Uber. Apparemment, elle a essayé de louer une voiture, mais toutes ses cartes de crédit sont gelées. Fais-la monter, ai-je dit en redressant mon bureau. Tu es sûr? Elle a besoin de voir ça. Tout. 10 minutes plus tard, Émilie est entrée dans mon bureau et je l'ai à peine reconnue. Ses cheveux habituellement parfaits étaient sales et attachés en un chignon désordonné. Sa robe de créateur était froissée et son maquillage avait disparu. Elle a regardé la suite exécutive avec de grands yeux, admirant les baies vitrées, les œuvres d'art originales, le mur de récompense de l'industrie et d'honneur civique. C'est à toi, a-t-elle chuchoté. Depuis 8 ans maintenant, ai-je répondu en lui faisant signe de s'asseoir. Elle s'est effondrée sur la chaise en face de mon bureau. Je suis rentré à la maison. Il y avait des avis partout. Expulsion, saisie d'actifs. Marc était parti. Il a emmené les enfants chez sa mère. Il ne répond pas à mes appels. Marc protège ses enfants, ai-je dit d'un ton neutre. De moi? Je suis leur mère. Tu es quelqu'un qui a volé leurs fonds d'études et les a dépensés pour toi-même. Tu es quelqu'un qui leur a dit que leur oncle était un perdant drogué pour les empêcher de me connaître. Tu es quelqu'un qui a intercepté chaque carte d'anniversaire, chaque cadeau de Noël, chaque tentative que j'ai faite pour faire partie de leur vie. Le visage d'Émilie s'est effondré. Comment sais-tu ça? Marc m'a tout dit. Il documente ton comportement depuis 2 ans. Il sait pour David Chen. Émilie, il sait pour la liaison. La dernière étincelle de combativité l'a quitté. David a arrêté de répondre à mes appels hier. Dès que la nouvelle a été diffusée sur les réseaux sociaux à propos du restaurant, il a bloqué mon numéro. Les rats quittant un navire en perdition, a dit Sarah depuis l'embrasure de la porte. Elle est entrée en portant une boîte en carton. Celles-ci viennent de ta boutique. Tes employés ont emballé tes affaires personnelles et t'ont mise à la porte. Ils ont aussi commencé une discussion de groupe pour partager des histoires sur la façon dont tu les as traitées. Voudrais-tu en entendre quelques-unes? Émilie a secoué la tête, mais Sarah a continué quand même. Jessica, la fille que tu as licenciée pour être arrivée 2 minutes en retard alors qu'elle s'occupait de la chimiothérapie de sa mère. Elle dit que tu as ri quand elle a pleuré. Michael, à qui tu as refusé un congé pour les funérailles de son père? Il dit que tu lui as dit que les morts ne se soucient pas de la présence. Dois-je continuer? Arrête, a chuchoté Émilie. Pourquoi, ai-je demandé. Tu n'as jamais arrêté. Pendant 5 ans, tu n'as jamais arrêté de m'humilier, de me rabaisser, de m'utiliser tout en détruisant simultanément ma réputation. Pourquoi devrions-nous arrêter maintenant? Émilie m'a regardé. Et pour la première fois depuis des années, j'ai vu quelque chose de sincère dans ses yeux. La peur. Je n'ai plus rien, a-t-elle dit. La boutique est fermée. La maison a disparu. Ma voiture, mes vêtements, même mes bijoux ont apparemment été achetés avec ton argent, alors ils sont saisis. Marc a les enfants et ne me laisse pas les voir. Mes amis ne répondent pas à mes appels. Je loge dans un motel qui facture alors parce que c'est tout ce que je pouvais me permettre avec l'argent liquide dans mon portefeuille. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti un épais dossier. Sais-tu ce que c'est? Elle a secoué la tête. C'est chaque carte d'anniversaire, chaque cadeau de Noël, chaque lettre que j'ai essayé d'envoyer à tes enfants au cours des 5 dernières années. Toutes retournées à l'expéditeur avec adresse inconnue écrit de ta main. 60 000 $ en chèque pour leur fonds d'études, tous encaissés par toi, endossés avec ta signature. J'ai étalé les preuves sur le bureau comme un croupier montrant des cartes. Voici le reçu du vélo que j'ai acheté à James pour son 10e anniversaire. Tu l'as retourné pour en avoir et tu t'es acheté un sac à main. Voici le coffret d'art que j'ai envoyé à Lisa pour Noël. Tu l'as vendu sur eBay pour de l'argent liquide. Émilie a fixé les papiers, ses mains tremblantes. Mais le pire,
ai-je continué en sortant un petit album photo, c'est ça. Chaque pièce de théâtre de l'école, chaque match de football, chaque récital auquel tu m'as dit que je n'étais pas le bienvenu. Marc m'a envoyé des photos de tous. Regarde. J'ai ouvert l'album montrant photo après photo de mon neveu et de ma nièce grandissant sans moi. Tu vois celle-là? James remportant le concours de sciences avec un projet sur l'ingénierie de la construction. Il voulait que je sois là. Il a demandé oncle George, et tu lui as dit que j'étais trop occupé à être pauvre pour me soucier de lui. Je les protégeais, a dit faiblement Émilie. De quoi? D'un oncle qui les aime? De fonds d'études? De cadeaux d'anniversaire? Ou de la vérité que leur mère est une voleuse et une menteuse? Sarah s'est avancée avec sa tablette. Tes réseaux sociaux sont en pleine crise, au fait. Cette vidéo du restaurant est devenue virale. Une femme riche démasquée comme une fraude sonne bien. 3 millions de vues et ce n'est pas fini. Émilie a attrapé la tablette, faisant défiler les commentaires avec une horreur croissante. Son image soigneusement construite. 5 ans de publication sur le succès, la richesse et la supériorité étaient en train d'être détruites par des étrangers qui avaient vu son humiliation. Il me traite d'escroc, a-t-elle chuchoté. Parce que tu en es une, ai-je dit simplement. Tu m'as escroqué pendant 5 ans. Tu as escroqué ton mari, tes enfants, tes amis, tous ceux qui ont cru à tes mensonges. J'ai besoin d'aide, a dit soudain Émilie, me regardant avec des yeux désespérés. S'il te plaît, George. J'ai besoin d'argent pour me remettre sur pied. Juste un prêt. Je te rembourserai. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour dedans. Tu veux que je te donne plus d'argent après tout? Je suis ta sœur. Non, ai-je dit en me levant et en marchant vers la fenêtre. Ma sœur était quelqu'un qui partageait des jouets avec moi quand nous étions enfants. Ma sœur était quelqu'un qui m'aidait avec mes devoirs et m'apprenait à faire du vélo. Cette personne a disparu il y a longtemps, remplacée par quelqu'un que je ne reconnais pas, alors tu vas juste me laisser devenir sans abri? Je me suis retourné vers elle. Je vais te donner exactement ce que tu m'as donné. Rien d'autre que du jugement et des critiques. Comment te sens-tu, Émilie? Comment te sens-tu d'être l'embarras de la famille? Elle s'est levée, chancelant légèrement. Je vais te poursuivre en justice pour ça. Je dirai à tout le monde comment tu m'as manipulé, comment tu m'as piégé pour que j'échoue. Sarah a ri. Avec quel avocat? Tu ne peux pas t'en payer un. Et même si tu le pouvais, nous avons 5 ans de documentation montrant la générosité de Georges et ton vol. Nous avons des enregistrements de toi admettant avoir volé tes parents, tes enfants, des associations caritatives. Tu fais face à des accusations criminelles, pas à un procès civil. Des accusations criminelles. La voix d'Émilie s'est brisée. Fraude, détournement de fonds, vol d'identité pour commencer, a poursuivi Sarah. Le procureur est très intéressé par le système de pot de vin que tu dirigeais. Émilie nous a regardés, la prise de conscience se faisant enfin. Vous avez planifié ça? Non, ai-je dit. Je me suis protégé. Chaque paiement, chaque transaction, chaque acte généreux a été documenté parce que je savais qu'un jour tu essaierais de me détruire complètement. Je ne savais juste pas que ça impliquerait la boussole de notre grand-mère. J'ai sorti la boussole et je l'ai posée sur le bureau entre nous. Cette boussole a guidé notre grand-mère à travers les moments les plus difficiles de sa vie. Elle croyait qu'elle indiquerait toujours le chemin de la maison, de la famille, de la vérité. Tu l'as jetée à la poubelle parce qu'elle n'était pas assez chère. Pas assez tape à accent grave l'œil. Pas assez bien pour ton image. Émilie a tendu la main vers elle, mais je l'ai retirée. Non, ai-je dit. Tu n'as pas le droit de la toucher. Tu n'as pas le droit de t'en soucier soudainement maintenant que tu as tout perdu. Qu'est-ce que je suis censé faire, a-t-elle demandé, les larmes coulant enfin. Où suis-je censé aller? Marc a dit que tu pouvais rester dans la maison de la piscine pendant 2 semaines pendant que tu te débrouilles. Après ça, tu es seul. Je te suggère de trouver un travail, un vrai cette fois. Personne ne m'embauchera. Cette vidéo a ruiné ma réputation. Alors tu devras la reconstruire à partir de rien. De la même manière que tu as prétendu avoir construit ton succès. Émilie est restée là un long moment, regardant le bureau qui représentait tout ce qu'elle avait prétendu avoir. Maman et papa auraient honte de toi pour ça. Non, ai-je dit fermement. Ils avaient déjà honte de toi.
C'est pourquoi ils ne t'ont rien laissé. Ils savaient exactement qui tu étais, Émilie. Une voleuse qui les a volés de leur vivant et qui aurait saccagé leur héritage après leur mort. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée. Je te déteste. Je sais, ai-je répondu. Tu me détestes depuis le jour où tu as réalisé que j'étais meilleur que toi dans quelque chose qui comptait vraiment, être un être humain décent. Après son départ, Sarah et moi sommes restés en silence pendant plusieurs minutes. Ça va, a-t-elle finalement demandé. Ça ira, ai-je dit en ramassant la boussole. Pour la première fois en 5 ans, je pense vraiment que ça ira. 3 semaines se sont écoulées avant que je n'aie de nouveau des nouvelles d'Émilie. Marc m'avait envoyé des mises à jour régulières sur les enfants, qui s'adaptaient à leur nouvelle réalité avec la résilience que seuls les enfants possèdent. Ils avaient commencé à poser de vraies questions sur leur mère, sur les mensonges, sur la raison pour laquelle elle les avait tenus à l'écart de leur oncle. C'était un dimanche matin lorsque mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Georges, c'est Émilie. Je suis sur les tombes de maman et papa. Peux-tu venir? Sa voix semblait différente. Brisée, mais aussi plus claire d'une manière ou d'une autre. Comme une station de radio qui se règle enfin après des années de parasites. Je l'ai trouvée assise par terre entre les pierres tombales de nos parents, vêtue d'un jean et d'un simple pull que je ne reconnaissais pas. Ses cheveux étaient attachés en une simple queue de cheval, et son visage était sans maquillage. Elle avait l'air plus jeune, presque comme la sœur que je me souvenais du lycée. Marc m'a acheté ses vêtements chez Target, a-t-elle dit sans lever les yeux. 70$ pour tout. Avant, je dépensais ça pour un seul déjeuner. Je me suis assis en face d'elle, notant les fleurs fraîches sur les 2 tombes. Les œillets, les préférés de mère, pas les roses chères qu'Émilie apportait habituellement pour les photos. Je suis venu ici tous les jours, a-t-elle poursuivi, en essayant de comprendre comment je suis devenu cette personne horrible et vide qui a jeté tout ce qui était réel pour des choses qui n'avaient pas d'importance. Et qu'as-tu compris? Elle m'a enfin regardé et ses yeux étaient clairs pour la première fois depuis des années, pas vitreux de vin ou brillants d'un enthousiasme artificiel. J'étais jalouse, a-t-elle dit simplement. Dès ta naissance, tout le monde t'a aimé si facilement. Maman, papa, grand-mère, les professeurs, les amis. Tu n'avais pas à essayer. Tu étais juste toi-même, et c'était suffisant. Mais moi, je devais jouer un rôle. Je devais être plus jolie, plus drôle, plus réussie, plus tout, juste pour obtenir la moitié de l'attention que tu avais en existant. Émilie, ce n'est pas, s'il te plaît, laisse-moi finir, a-t-elle interrompu. Je dois dire ça. Tout. J'ai hoché la tête. Quand maman et papa sont morts et que j'ai découvert qu'ils t'avaient tout laissé, ça a confirmé ma pire peur. Que j'étais indigne d'être aimé. Que même nos parents me voyaient comme indigne. Alors, j'ai décidé que si je ne pouvais pas être aimé, je serais envié. Si je ne pouvais pas avoir un vrai succès, j'en créerais l'apparence. Et toi, doux, généreux Georges, tu as rendu les choses si faciles. Elle a sorti un bout de papier froissé de sa poche. J'ai fait une liste de toutes les personnes que j'ai blessées. Elle fait 4 pages, et je sais qu'il en manque. Ton nom apparaît 17 fois pour différentes raisons. Marc, 12 fois. Les enfants. Mon Dieu. Les enfants apparaissent 23 fois. Sa voix s'est brisée sur la dernière partie. Je leur ai volé leur oncle. J'ai volé leur fonds d'études. J'ai volé leur croyance en l'honnêteté de leur propre mère. Comment puis-je me remettre de ça? Je ne sais pas si tu le peux, ai-je dit honnêtement. Marc divorce de moi. Il m'a tout montré ce qu'il a documenté. Enregistrements, photos, relevés financiers. Savais-tu qu'il a commencé à documenter les choses le jour où j'ai dit à James que tu étais en prison? Notre fils de 8 ans a demandé à son père si oncle George était un criminel. Et c'est là que Marc a réalisé que j'empoisonnais nos enfants contre leur propre famille. C'est un bon père. Il est un meilleur parent que je ne l'ai jamais été, a admis Émilie. Les enfants sont plus heureux maintenant. Lisa prend des cours d'art. Ce que je disais trop salissant. James a rejoint le club de robotique que je lui disais être pour les nerfs. Ils deviennent eux-mêmes au lieu d'être des accessoires dans ma vie sur les réseaux sociaux. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la pierre tombale de notre grand-mère, à quelques mètres de là. Je suis allé à la maison de retraite où grand-mère a passé ses dernières années. Le personnel se souvenait de moi. Sais-tu ce qu'ils ont dit?
Ils ont dit que je suis venu la voir exactement 3 fois en 2 ans. Mais toi, tu étais là tous les dimanches. Tous les dimanches pendant 2 ans, lui lisant, lui faisant écouter sa musique préférée, lui tenant la main même quand elle ne savait pas qui tu étais. Elle avait des moments de lucidité, ai-je dit en la rejoignant près de la tombe. Jusqu'à la fin. Le directeur m'a donné ça, a dit Émilie en sortant une enveloppe. Grand-mère l'avait laissée pour moi, mais je ne l'ai jamais récupérée. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite de la main tremblante de notre grand-mère. Ma chère Émilie, je vois ta douleur même quand tu la caches derrière des choses chères. Ton frère Georges a un don pour l'amour qui semble sans effort. Mais ton don est différent. Tu as le pouvoir de transformer, de devenir nouvelle, de renaître des cendres que tu as toi-même créées. Je ne te laisse pas d'argent car l'argent a été ta cage. Je te laisse seulement la vérité. Tu es aimé. Tu as toujours été aimé. Mais tu dois d'abord apprendre à t'aimer toi-même sans les décorations. La boussole te trouvera quand tu seras prête à voir la direction de la maison. Émilie pleurait maintenant. Vraiment pleurait. Pas les larmes théâtrales qu'elle utilisait pour la manipulation, mais des sanglots profonds qui secouaient son corps. Elle savait, a haleté Émilie. Elle savait ce que j'étais et elle m'aimait quand même. Nous le faisions tous, ai-je dit doucement. Nous t'aimions tous quand même. C'est pourquoi ça a fait si mal. Émilie s'est tournée pour me faire face. Je suis allé en thérapie. La thérapeute du centre communautaire, celui auquel tu fais des dons. Elle me voit gratuitement depuis qu'elle a découvert que je suis ta sœur. Elle dit que j'ai un trouble de la personnalité narcissique avec des complications dues à une insécurité chronique. Ce n'est pas une excuse, juste une explication. Que dit-elle d'autre? Que la guérison est possible, mais nécessite une mort complète de l'ego et une reconstruction. Que je dois perdre tout ce que je pensais important pour trouver ce qu'il est vraiment. Que j'ai de la chance que tu aies tiré le tapis sous mes pieds, car la plupart des gens dans mon état ne sont jamais forcés d'affronter la réalité. Elle a sorti de sa poche quelque chose qui m'a fait reculer de surprise. C'était une boussole, pas celle de grand-mère, mais une boussole bon marché d'un magasin de camping. J'ai acheté ça avec les derniers $20 de mon portefeuille, a-t-elle dit. Je l'utilise pour me diriger, littéralement, en marchant dans la ville, en trouvant mon chemin sans GPS, sans voiture, sans raccourci. En partant de zéro avec des directions de base. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'apprendre ce que grand-mère savait. Que le vrai nord n'est pas une question de richesse ou d'image ou d'être meilleur que les autres. C'est de trouver son chemin de retour vers qui on est vraiment. Nous sommes restés en silence un moment avant qu'Émilie ne parle à nouveau. J'ai trouvé un travail, au salaire minimum dans un café du centre-ville. Le propriétaire ne sait pas qui je suis, ne se soucie pas de mon passé. Je gagne $12 de l'heure et je rentre épuisé, mais pour la première fois de ma vie, je gagne quelque chose de réel. C'est bien, Émilie. Je veux voir mes enfants, mais Marc dit, pas encore. Il dit, j'ai besoin de 6 mois de thérapie et d'un emploi stable d'abord. 6 mois pour prouver que je peux être une personne sûre pour eux. Il les protège. Je sais, et je suis reconnaissante même si ça me tue. Quelqu'un doit les protéger de moi jusqu'à ce que je ne sois plus dangereuse. Elle a sorti une autre enveloppe. Celle-ci neuve. Je t'ai écrit une lettre. Ne la lis pas maintenant. S'il te plaît. Juste quand tu rentreras chez toi. Quand tu seras prêt. J'ai pris l'enveloppe, notant mon nom écrit avec soin sur le devant. Il y a encore une chose, a dit Émilie, sa voix se raffermissant. Je documente tout. Ma thérapie, mon travail, mon parcours pour devenir quelqu'un qui vaut la peine d'être connu. Pas pour les réseaux sociaux, pas pour l'image, juste pour moi-même, et peut-être un jour pour les enfants. Pour leur montrer que les gens peuvent changer, que leur mère a affronté ses démons et a essayé de devenir meilleure. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que je veux te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu saches que je suis sérieuse d'abord. Elle a pris une profonde inspiration. Dans 6 mois, quand Marc me laissera voir les enfants, seras-tu là? M'aideras-tu à reconstruire ces relations? Pas avec de l'argent, pas avec des choses, juste avec de la présence. Je sais que je n'ai aucun droit de demander. J'ai pensé à toutes les cartes d'anniversaire retournées, à tous les cadeaux rejetés, à tous les Noëls manqués. Si tu fais le travail, ai-je dit lentement. Vraiment. Fais le travail. Alors oui, je serai là. Émilie a hoché la tête,
essuyant ses larmes avec sa manche. Je vais devenir quelqu'un digne d'être à nouveau ta sœur. Pas aujourd'hui, pas demain, mais un jour. Concentre-toi d'abord sur le fait de devenir quelqu'un digne d'être leur mère, ai-je dit en faisant un geste vers les tombes de nos parents. Ils m'auraient pardonné, n'est-ce pas? Si j'avais demandé de leur vivant. En un battement de cœur, ai-je dit. C'est ce qu'ils étaient. Émilie s'est agenouillée et a posé sa boussole bon marché sur la tombe de notre mère. Je vais trouver mon chemin, maman. Ça me prendra peut-être un certain temps, mais je vais essayer. En retournant à ma voiture, je me suis retourné pour voir Émilie toujours agenouillée entre les tombes, parlant doucement à nos parents. Elle avait l'air petite, brisée, mais pour la première fois depuis des années, elle avait aussi l'air réelle. Ce soir-là, j'ai ouvert sa lettre. Elle faisait 12 pages, détaillant chaque chose qu'elle avait faite de mal. Chaque mensonge, chaque vol, chaque cruauté. Mais la dernière page était différente. Je sais que s'excuser ne répare rien. Je sais que les mots ne sont que de l'air après des années d'action, mais j'ai besoin que tu saches que jeter cette boussole a réveillé quelque chose en moi. Quand je l'ai vue à la poubelle, entourée d'ordures et de papier d'emballage jetés, je me suis vu. J'ai vu ce que j'étais devenu. Quelqu'un qui jette des choses précieuses parce qu'elles n'ont pas l'air précieuses pour les autres. Tu as sauvé ma vie en la détruisant. Tu m'as offert le cadeau de toucher le fond, la chance de reconstruire sur un terrain solide au lieu du sable mouvant sur lequel je me tenais. Je déteste ce que je suis devenu, mais je suis reconnaissante de la chance de devenir autre chose. Ta sœur, si je peux un jour mériter à nouveau ce titre. Émilie. PS je sais pour le garde-meuble. Marc m'a dit que tu avais tout gardé, chaque photo, chaque souvenir, chaque morceau de l'histoire de notre famille, y compris la mienne. Merci de ne pas m'avoir jeté même quand je le méritais. 3 mois après la transformation d'Émilie, j'ai reçu un appel inattendu de Tom Brennan. George, j'ai une demande inhabituelle. Nous avons été contactés par une certaine Émilie Malisté qui postule pour un poste de débutant dans l'une de nos sociétés de portefeuille. Est-elle de ta famille? Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil de bureau, surpris. C'est ma sœur, et oui, c'est la même personne de ce dîner. Je m'en doutais. Voilà le truc. Sa candidature est honnête, brutalement honnête. Elle a détaillé toute sa chute, a pris l'entière responsabilité, et a expliqué ce qu'elle fait pour se reconstruire. C'est l'aveu d'échec le plus remarquable que j'ai jamais vu dans une candidature. Pour quel poste a-t-elle postulé? Employé au compte fournisseur. 12 échelons au-dessus du café, mais toujours un poste de débutant. Le responsable du recrutement a été impressionné par son honnêteté, mais voulait mon avis compte tenu de notre histoire. Que veux-tu faire, Tom? Je crois aux secondes chances, George, mais je voulais d'abord vérifier avec toi. L'embaucher te compliquerait-il la vie? J'ai pensé à Émilie sur les tombes de nos parents, aux séances de thérapie que Marc avait confirmé qu'elle n'avait pas manqué, à l'emploi stable qu'elle avait maintenu au café malgré les clients qui la reconnaissaient parfois de la vidéo virale. Donne-lui la même chance que tu donnerais à n'importe qui d'autre, ai-je dit. Pas de traitement de faveur, bon ou mauvais. C'est juste. Au fait, elle t'a cité comme référence, mais à noter et éloigné en raison de mes actions à côté de ton nom. Il faut du cran. 2 semaines plus tard, Émilie a commencé son nouveau travail. Elle prenait le bus pour aller travailler, apportait son déjeuner, et selon les mises à jour de Tom, n'a jamais mentionné sa vie passée ni sa connexion avec moi. C'est à cette époque que Marc a amené les enfants à mon bureau pour la première fois. James, maintenant âgé de 11 ans, se tenait devant les mêmes fenêtres où j'avais pris la décision de couper les ponts avec Émilie, ses yeux grands ouverts d'émerveillement. Maman a dit que tu possédais une entreprise, mais je pensais qu'elle mentait encore. Ta mère essaie très fort de ne plus mentir, ai-je dit prudemment. Lisa, 9 ans et perspicace au-delà de son âge, a étudié les photos de famille sur mon bureau. C'est maman quand elle était jeune? C'est nous tous à Noël il y a environ 15 ans. Elle a l'air heureuse, a dit Lisa. Vraiment heureuse, pas faussement heureuse comme sur ses photos Instagram. Elle était différente à l'époque. Papa dit que les gens peuvent redevenir comme avant s'ils essaient très fort, a dit James en se détournant de la fenêtre. Penses-tu que maman le peut? Je pense que ta mère essaie plus fort qu'elle n'a jamais essayé pour quoi que ce soit, ai-je répondu. Marc était resté silencieux près de la porte, laissant les enfants explorer. Il voulait voir où travaille oncle George. Ils font un projet d'arbre généalogique pour l'école et soudain,
ils ont un oncle à inclure. On peut venir te voir parfois, a demandé Lisa. Papa dit que tu nous envoyais des cadeaux et des cartes, mais que maman les renvoyait. J'aimerais te connaître pour de vrai. J'aimerais ça aussi. Au cours des 3 mois suivants, j'ai vu les enfants régulièrement. Parfois, Marc les amenait à mon bureau après l'école. D'autres fois, nous nous retrouvions au parc ou allions au musée. Ils avaient soif de liens familiaux, de l'oncle qui leur avait été refusé. Émilie était au courant de ces rencontres. Marc lui a tout dit, lui montrant des photos des enfants avec moi. Elle ne s'est jamais plainte, ne s'est jamais imposée, n'a jamais demandé de traitement de faveur. Elle regagnait sa place minute par minute, heure par heure, jour par jour. Le cap des 6 mois est arrivé un jeudi pluvieux. La réunion d'évaluation de la garde a eu lieu au bureau de l'avocat de Marc. Je suis venu en soutien à Marc, mais aussi en tant que superviseur désigné par le tribunal pour la première visite d'Émilie avec ses enfants. Émilie était déjà là quand nous sommes arrivés, assise dans la salle d'attente, vêtue d'un simple pantalon noir et d'une chemise blanche boutonnée. Pas d'étiquette de créateur, pas de bijoux, à l'exception d'un petit collier en argent avec les initiales de ses enfants. « Merci d'être venu, Georges », a-t-elle dit doucement. L'évaluatrice, une femme sévère nommée docteur Patricia avait interrogé toutes les personnes impliquées. Marc, les enfants, Émilie, son thérapeute, son employeur, même son directeur de café. Madame Malistet, a commencé le docteur Hay, j'ai examiné une documentation approfondie de votre comportement passé et de vos efforts de réhabilitation actuels. Votre thérapeute signale une présence constante et des progrès sincères. Votre employeur loue votre éthique de travail et votre humilité. Votre ex-mari confirme que vous n'avez violé aucune limite ni tenté de manipulation. Émilie était assise droite, les mains jointes, ne disant rien. Cependant, a poursuivi le docteur Hay, vos enfants ont exprimé à la fois le désir de vous voir et la peur d'être à nouveau blessés. James a spécifiquement demandé, et je cite, « Comment savons-nous qu'elle ne nous jettera pas comme elle a jeté le cadeau d'oncle Georges ?» Émilie a tressailli mais est restée silencieuse. Par conséquent, je recommande des visites supervisées, 2 heures tous les dimanches avec Monsieur Georges Malistet comme superviseur pour le premier mois, puis une transition vers un superviseur professionnel si les progrès sont satisfaisants. J'accepte, a dit immédiatement Émilie. Quoi qu'il en coûte. Cette première visite du dimanche a eu lieu dans un lieu neutre, une salle de jeu d'un centre communautaire. Je suis arrivé tôt pour trouver Émilie déjà là, en train de mettre en place des jeux de société et du matériel d'art qu'elle avait acheté avec son propre argent gagné. J'ai fait des recherches sur ce qui les intéresse maintenant, a-t-elle dit nerveusement. James aime la robotique et Lisa s'intéresse à l'aquarelle. Je ne sais pas s'ils aiment toujours ces choses, mais je voulais être préparé. Quand Marc est arrivé avec les enfants, ils sont restés en retrait au début, s'accrochant à leur père. Émilie ne les a pas pressés, ne les a pas submergés d'émotions. Elle s'est simplement assise par terre et a commencé à construire quelque chose avec le kit de robotique. Je ne comprends pas vraiment ça, a-t-elle dit à la pièce en général. Les instructions sont assez compliquées. Les instincts d'ingénieur de James ont vaincu son hésitation. Tu tiens cette pièce à l'envers, a-t-il dit en s'approchant. Ah bon? Peux-tu me montrer? En 10 minutes, James était assis à côté d'elle, expliquant les rapports de démultiplication, tandis qu'Émilie écoutait avec un intérêt sincère. Lisa était plus prudente, mais quand Émilie a sorti des aquarelles de qualité professionnelle, pas les bons marchés pour enfants, son cœur d'artiste a un peu fondu. Où les as-tu eus? A demandé Lisa. J'ai économisé, a dit simplement Émilie. Ma collègue est une artiste, et elle m'a dit lesquels étaient les meilleurs. Je voulais te procurer du matériel approprié. Pendant 2 heures, j'ai regardé Émilie être présente avec ses enfants d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant. Pas de téléphone, pas de photos pour les réseaux sociaux, pas de spectacle pour un public, juste une mère réapprenant ses enfants et des enfants réapprenant prudemment leur mère. À la fin de la visite, James a rapidement serré Émilie dans ses bras avant de courir vers Marc. Lisa a fait un petit signe de la main. Émilie n'a pas insisté. Merci, m'a-t-elle dit après leur départ. D'avoir supervisé, de ne pas avoir rendu les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. Tu t'en es bien sorti, ai-je admis. J'ai eu peur à chaque seconde, a-t-elle avoué. Peur qu'il me rejette. Peur de dire la mauvaise chose. Peur de retomber dans mes vieux schémas. Mais tu ne l'as pas fait. Non, je ne l'ai pas fait.
Le docteur Martinez, ma thérapeute, dit « La peur est une bonne chose. Elle me garde humble, me garde consciente des dommages que je peux causer si je ne suis pas prudente. » Au cours du mois suivant, j'ai supervisé 3 autres visites. Chacune s'est déroulée un peu plus facilement. Les enfants se sont un peu plus détendus et Émilie s'est montrée constante dans son changement. La percée est venue lors de la 4e visite. Lisa avait peint un tableau de leur famille et elle y avait inclus Émilie, debout à côté mais légèrement à l'écart du reste d'entre eux. « Pourquoi suis-je là-bas » a demandé doucement Émilie. « Parce que tu retrouves ton chemin, » a dit simplement Lisa. « Tu n'es pas encore tout à fait à la maison, mais tu marches vers nous. » Les yeux d'Émilie se sont remplis de larmes, mais elle n'en a pas fait une affaire personnelle. « C'est exactement ça, ma chérie. Je marche vers vous, et je continuerai de marcher aussi longtemps qu'il le faudra. » Après cette visite, Émilie a demandé à me parler en privé. « Je veux te montrer quelque chose » a-t-elle dit en sortant son téléphone. Elle a ouvert son application bancaire, montrant un compte d'épargne avec 2000 $. « Ce n'est pas beaucoup, » a-t-elle dit, « mais c'est à moi. Gagner honnêtement. J'économise pour te rembourser. Pas pour tout. Ça prendrait toute une vie, mais pour les fonds d'études des enfants que j'ai volés. 20 000 chacun. À ce rythme, ça me prendra des années. Mais je vais le faire. Émilie, tu n'as pas à le faire. Si, je le dois, a-t-elle interrompu. Pas pour toi, pour moi, pour eux. J'ai besoin de faire de vraies réparations, pas seulement de m'excuser. Chaque dépôt sur ce compte est un choix d'être meilleur que j'étais. Et ta vie? Ton appartement? Tu as besoin d'argent pour les choses de base. J'ai assez. Je vis dans un studio qui coûte 600 $ par mois. Je prends le bus. Je fais mes courses dans des friperies. Je prépare mes repas le dimanche. Je vis comme une personne normale. Et honnêtement, c'est la chose la plus libératrice que j'ai jamais ressentie. Elle a sorti la boussole bon marché qu'elle avait achetée, maintenant usée par le transport quotidien. Je vérifie ça tous les matins, a-t-elle dit, non pas pour trouver de vraies directions, mais pour me rappeler que je choisis mon chemin maintenant. Personne d'autre ne le paie, ne le permet, ou ne le force. C'est juste moi qui choisis de marcher vers le vrai nord. 1 an plus tard, Thanksgiving est arrivé avec une chaleur inhabituelle pour novembre. Je me tenais dans ma cuisine en préparant la dinde pendant que Sarah aidait avec les accompagnements. Nous nous étions rapprochés au cours de l'année écoulée, notre relation professionnelle évoluant en une amitié sincère et récemment en quelque chose de plus. « Tu es nerveux ?» a-t-elle observé en me regardant vérifier mon téléphone pour la 3e fois en 10 minutes. C'est le premier Thanksgiving en famille depuis que tout s'est effondré, ai-je admis. Marc amène les enfants, et Émilie sera là. « Tu n'es pas obligé de faire ça », m'a rappelé Sarah. Le pardon n'exige pas d'organiser un dîner. Non, mais la famille oui. Ou du moins la famille que nous essayons de reconstruire. La sonnette a retenti à 14 heures précises. Marc est arrivé le premier avec James et Lisa, qui avaient visiblement grandi au cours de l'année écoulée. James était presque aussi grand que son père maintenant, et Lisa avait troqué sa timidité contre une confiance tranquille. « Oncle George !» Lisa a couru pour me serrer dans ses bras, tenant un tableau qu'elle avait fait. « J'ai peint ton immeuble de bureau. Regarde, j'ai même bien fait les fenêtres. »« C'est parfait, » ai-je dit, sincèrement. James a suivi avec une poignée de main qui s'est transformée en câlin. Maman se gare. Elle est nerveuse aussi. Nous sommes tous un peu nerveux, a admis Marc. Les premières fêtes sont difficiles après que tout a changé. Émilie est apparue dans l'embrasure de la porte, portant une tarte et un sac cadeau. Elle avait l'air en meilleure santé que je ne l'avais vue depuis des années. Elle avait repris un peu de poids après la perte de poids due au stress de son effondrement. Ses cheveux étaient de leur couleur brune naturelle au lieu des mèches blondes coûteuses, et elle portait une simple robe de chez Target qui lui allait en quelque sorte mieux que n'importe quelle tenue de créateur ne l'avait jamais fait. « J'ai fait une tarte aux pommes », a-t-elle dit en la brandissant. « Entièrement maison. L'université YouTube m'a appris. »« Depuis quand cuisines-tu » ai-je demandé en prenant la tarte. « Depuis que j'ai dû apprendre à me nourrir avec 15 $ par jour », a-t-elle ri. Et c'était sincère. Il s'avère que je ne suis pas si mauvaise que ça quand je n'essaie d'impressionner personne. Le sac cadeau contenait quelque chose d'inattendu. Une photo encadrée de notre famille d'il y a 20 ans, avant que tout ne tourne mal, mais elle avait été réimaginée en aquarelle.
Lisa et moi y avons travaillé ensemble, a expliqué Émilie. Elle m'a appris les bases de l'aquarelle. Je suis nulle, mais elle a corrigé mes erreurs. J'ai juste aidé un peu, a dit Lisa. Maman a fait la plupart du travail elle-même. Nous nous sommes réunis dans la salle à manger, la même table où nos parents organisaient autrefois les fêtes. Émilie était assise à l'ancienne place de notre mère. Mais cette fois, elle l'avait mérité par le travail, pas supposé par le droit. Avant de manger, a dit Émilie en se levant nerveusement. Je voulais dire quelque chose. Georges, je peux? J'ai hoché la tête. Il y a un an, je n'étais personne. Pas quelqu'un de raté, mais vraiment personne. Pas d'identité au-delà de mes mensonges. Pas de valeur au-delà de ce que les autres me donnaient. Pas de but au-delà du maintien d'une image qui me tuait. Elle a pris une inspiration. Aujourd'hui, je suis Émilie Malistet, superviseur des comptes fournisseurs chez Brennan Industries. J'ai obtenu ma promotion grâce à mon propre travail. Je suis Émilie Malistet, mère en rétablissement qui a ses enfants un week-end sur 2 et les mercredis soirs. Je suis Émilie Malistet, sobre depuis 12 mois de la dépendance de devoir être supérieure aux autres. Elle a sorti une enveloppe et me l'a tendue. C'est un chèque de $2000. C'est le premier paiement pour les 40 000 que j'ai volés des fonds d'études de mes enfants. À mon rythme d'épargne actuel, j'aurais tout remboursé en 8 ans, mais Tom Brennan dit que si je continue à m'améliorer au travail, je pourrais devenir superviseur principal l'année prochaine, ce qui m'aiderait à le rembourser plus rapidement. Émilie, ai-je commencé, mais elle a levé la main. S'il te plaît, laisse-moi finir. Marc, tu m'as donné une seconde chance alors que personne d'autre ne l'aurait fait. Tu m'as laissé revenir dans la vie de nos enfants alors que tu avais tout à fait le droit de me tenir à l'écart pour toujours. Les enfants, vous m'avez pardonné alors que je ne l'avais pas encore mérité. Vous m'apprenez chaque jour ce qu'est l'amour inconditionnel. Elle s'est tournée vers Sarah. Je te dois aussi des excuses. J'ai volé ton idée d'entreprise à l'université, et quand elle a échoué, j'ai blâmé tout le monde sauf moi-même. Cette boutique n'était jamais à moi de la diriger. C'était la tienne, et je suis désolé de te l'avoir enlevée. Sarah a hoché la tête, son expression s'adoucissant. J'apprécie ça, Émilie. Vraiment. Finalement, Émilie s'est retournée vers moi. Georges, tu as sauvé ma vie en la laissant s'effondrer. Tu m'as assez aimé pour arrêter de me conforter. Tu m'as montré que toucher le fond a un sous-sol, mais aussi qu'il y a une échelle si l'on est prêt à la gravir un barreau à la fois. Elle a sorti la boussole, celle de notre grand-mère, que je lui avais rendue 6 mois plus tôt lorsqu'elle avait obtenu sa première vraie promotion. Cette boussole ne pointe pas vers le nord, a-t-elle dit, faisant rire tout le monde. Je l'ai fait vérifier. Elle est décalée d'environ 15 degrés. Mes grands-mères ne se souciaient pas du nord magnétique. Elles se souciaient du vrai nord, la boussole interne qui pointe vers l'amour, la famille et la vérité. Pour la première fois de ma vie, la mienne fonctionne. Nous avons dîné comme une vraie famille. Pas de téléphone à table, pas de photos pour les réseaux sociaux, pas de spectacle pour un public invisible, juste des conversations, des rires et des silences confortables occasionnels. James a parlé de son équipe de robotique qui se qualifiait pour les finales de l'État. Lisa a montré à tout le monde son portfolio pour le programme des jeunes artistes auquel elle avait été acceptée. Marc a partagé des histoires de sa classe, et Sarah a raconté des histoires embarrassantes sur mes premières erreurs commerciales qui ont fait rire tout le monde. Émilie a également contribué, non pas avec des vantardises ou de fausses réalisations, mais avec un humour sincère sur son parcours. La semaine dernière, une femme m'a reconnu à l'épicerie de cette vidéo virale, a-t-elle dit. Elle a commencé à enregistrer, attendant que je fasse quelque chose d'horrible, alors j'ai juste souri et dit, oui, je suis la femme qui a tout perdu et qui le méritait, mais je me reconstruis et j'espère que vous n'aurez jamais à apprendre les leçons que j'ai apprises. Elle a arrêté d'enregistrer et m'a réellement serré dans ses bras. Que as-tu fait? A demandé Lisa. Je l'ai serré dans mes bras en retour et j'ai pleuré dans l'allée des céréales, a ri Émilie. Le gérant a dû nous apporter des mouchoirs. Après le dîner, pendant que les enfants aidaient Marc à faire la vaisselle, Émilie et moi nous tenions sur la terrasse arrière, regardant la cour où nous avions joué enfant. J'ai quelque chose à te dire, a-t-elle dit. Le docteur Martinez me réfère à un spécialiste. Elle pense que je pourrais être prête à aider d'autres personnes qui traversent ce que j'ai traversé. Pas en tant que thérapeute, mais en tant que conseillère père. Quelqu'un qui a été dans le gouffre et a trouvé un moyen de s'en sortir.
C'est incroyable, Émilie. C'est terrifiant. Et si je ne suis pas prête? Et si je blesse quelqu'un en essayant de l'aider? Le fait que tu te poses cette question signifie que tu es prête, ai-je dit. L'ancienne Émilie ne se demandait jamais si elle pouvait blesser les gens. L'ancienne Émilie blessait les gens et appelait ça de l'amour, a-t-elle dit doucement. Nous sommes restés dans un silence confortable jusqu'à ce qu'elle parle à nouveau. J'écris un livre, pas pour publication, juste pour les enfants. La véritable histoire de la chute et de la guérison de leur mère. Le docteur Martinez pense que ça pourrait les aider à comprendre quand ils seront plus âgés que les problèmes de santé mentale sont réels, mais pas des excuses. Comment s'appelle-t-il? Points cardinaux. Retrouver son chemin après avoir tout perdu. Kitsch, non. Honnête, ai-je corrigé. Les enfants ont fait irruption sur la terrasse, suivis de Marc et Sarah portant le dessert. La tarte aux pommes maison d'Émilie était étonnamment bonne, et elle a rayonné quand tout le monde a demandé une deuxième part. Alors que la soirée se terminait, Émilie m'a pris à part une dernière fois. Je veux te montrer quelque chose, a-t-elle dit en sortant son téléphone. Elle a ouvert un document intitulé « Liste de réparation ». Il y a 147 personnes sur cette liste, a-t-elle dit. Tous ceux que j'ai blessés, à qui j'ai menti, que j'ai volé ou utilisé. J'ai fait des réparations directes à 38 d'entre eux jusqu'à présent. Certains ne veulent pas entendre parler de moi, et je respecte ça. D'autres, comme Madame Chen du pressing, sur qui j'ai crié sans raison, ont été si gentils que ça m'a brisé le cœur. Elle a dit qu'elle avait prié pour moi. Tu fais vraiment le travail, ai-je dit, impressionné. Chaque jour. Certains jours, j'ai envie d'arrêter, de retomber dans des schémas faciles. Mais alors je regarde ça. Elle m'a montré le fond d'écran de son téléphone, une photo du dîner d'aujourd'hui avec nous tous autour de la table. C'est pour ça que je travaille. Pas pour l'argent, pas pour le statut, pas pour l'image. Juste ça. La famille, la vérité, l'amour sans condition ni prix. Alors que tout le monde se préparait à partir, Émilie a distribué de petits paquets emballés. J'ai fait ça dans mon groupe d'art-thérapie, a-t-elle dit presque timidement. À l'intérieur se trouvaient de petits pendentifs de boussoles faits à la main, sculptés dans du bois et peints à l'aquarelle. Ils ne fonctionnent pas vraiment comme des boussoles, a-t-elle expliqué. Mais ce sont des rappels que nous avons tous une boussole interne, et parfois nous avons besoin d'aide pour trouver dans quelle direction elle pointe. James a immédiatement mis le sien, le déclarant « cool ». Lisa a dit qu'elle l'ajouterait à son sac de matériel d'art pour l'inspiration. Marc a empoché le sien avec un doux sourire, et Sarah a surpris tout le monde en mettant le sien immédiatement. « Merci pour ça, Émilie », a dit Sarah. « Pour tout ça. » Alors qu'Émilie se dirigeait vers sa voiture, une Honda Civic d'occasion qu'elle avait achetée avec son propre argent, elle s'est retournée pour regarder la maison. « La même chose l'année prochaine ?» a-t-elle demandé avec espoir. « La même chose l'année prochaine », ai-je confirmé. Plus tard dans la soirée, après que tout le monde soit rentré et que Sarah m'aidait à nettoyer, elle a dit quelque chose qui m'est resté. « Tu sais quel est le vrai miracle ?» a-t-elle dit. Ce n'est pas qu'Émilie ait changé. Les gens peuvent changer quand ils touchent le fond. Le vrai miracle, c'est que vous avez tous changé aussi. Marc est devenu plus fort. Les enfants sont devenus plus résilients. Et tu es devenu quelqu'un qui peut fixer des limites tout en aimant. C'est ça, la vraie histoire. Elle avait raison. La transformation d'Émilie était remarquable, mais elle nous avait tous transformés. Nous étions une famille différente maintenant. Pas parfaite, pas sans cicatrices, mais honnête. Nous avions appris que l'amour sans vérité est de la manipulation, mais que la vérité sans amour est de la cruauté. Nous avions trouvé l'équilibre. Ce soir-là, je me suis assis dans mon bureau, regardant la boussole de notre grand-mère qui avait commencé tout ce voyage. J'ai pensé à Émilie la jetant, à la douleur qui a suivi, au long chemin de rédemption que nous avions tous parcouru. Puis j'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti un nouveau journal, écrivant sur la première page, « Parfois, le plus grand cadeau n'est pas ce que l'on donne à quelqu'un, mais ce que l'on arrête de lui donner. Parfois, l'amour consiste à laisser quelqu'un tomber. Parfois, la famille signifie recommencer à zéro. Et parfois, une boussole cassée qui ne pointe pas vers le nord peut quand même vous guider à la maison. » J'ai fermé le journal et j'ai pris mon téléphone, voyant un SMS d'Émilie. « Merci de ne pas m'avoir abandonné, même quand tu as cessé de me conforter. Je t'aime, mon frère.
J'ai répondu par SMS, je t'aime aussi, ma sœur. À dimanche pour le café. Parce que c'est ce que nous faisions maintenant. Chaque dimanche, nous nous retrouvions au café où elle avait commencé son retour. Pas d'ordre du jour, pas de spectacle, juste un frère et une sœur apprenant à être à nouveau une famille, une tasse à la fois. La boussole était posée sur mon bureau, décalée de 15 degrés par rapport au nord magnétique, mais pointant exactement là où elle devait, vers le pardon, la croissance, la véritable signification de la famille. Le lendemain matin, je me suis réveillé en trouvant un email de Tom Brennan. George, ta sœur vient de soumettre une proposition commerciale pour une nouvelle initiative dans notre entreprise. C'est un programme d'éducation financière pour les personnes en rétablissement de faillite ou de crise financière. C'est brillant. S'appuyant sur son expérience personnelle et sa croissance professionnelle, elle ne demande aucun traitement de faveur, juste un examen équitable. Je pense qu'elle pourrait avoir trouvé quelque chose de spécial ici. J'ai souri, sachant qu'Emily avait trouvé son but, non pas malgré sa chute, mais à cause d'elle. Plus tard dans la semaine, lors de notre café du dimanche, Emily m'a montré une lettre d'un des employés de la boutique qu'elle avait maltraité. « Chère Emily, disait-elle, j'ai entendu parler de votre parcours par un ami commun. Je voulais que vous sachiez que je vous pardonne. Votre cruauté m'a appris à ne plus jamais accepter ce traitement. D'une manière étrange, vous m'avez aidé à trouver ma force en me montrant ce que je ne deviendrai jamais. Je vous souhaite la paix dans votre voyage. » C'est la 27e lettre de pardon, a dit Emily. Je ne mérite aucune d'entre elles. C'est ce qui en fait un pardon, ai-je répondu. Si tu les méritais, ce ne serait que des reconnaissances. Alors que nous étions assis dans ce café, le même où elle avait recommencé avec rien, j'ai réalisé que notre histoire avait bouclé la boucle. Non pas là où nous avions commencé, mais là où nous étions toujours censés être. Deux frères et sœurs qui avaient traversé la pire tempête imaginable et avaient retrouvé leur chemin l'un vers l'autre. J'ai une confession à faire, a dit soudain Emily. J'ai gardé une chose de mon ancienne vie. Elle a sorti son téléphone et m'a montré une photo de sa fête d'anniversaire, celle où elle avait jeté la boussole. Mais ce n'était pas le moment de cruauté. C'était plutôt dans la soirée, quand elle m'avait vu arriver pour la première fois. Et pendant une fraction de seconde, capturé par l'appareil photo de quelqu'un, son visage montrait un bonheur sincère de voir son frère. Ça me rappelle que même au pire de moi-même, quelque part à l'intérieur, je t'aimais encore. Je l'avais juste enterré sous tellement d'ordures que je ne pouvais plus le trouver. Comme la boussole dans la poubelle. Mais tu l'as trouvé, ai-je dit. Nous l'avons trouvé, a-t-elle corrigé. Ensemble. Et c'est ça, la vérité sur la famille, ai-je réalisé. Parfois, il faut tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. Parfois, les cadeaux les plus chers sont sans valeur, et la boussole la moins chère est inestimable. Parfois, il faut tout démolir pour construire quelque chose de réel. Mais surtout, la famille signifie être présent, faire le travail, et choisir de s'aimer les uns les autres. Non pas malgré vos échecs, mais à travers eux. En quittant le café, Emily s'est arrêtée à la porte. Et, George. Ouais. Merci de m'avoir jeté. C'était la seule façon pour moi d'apprendre à me trouver. Je ne t'ai pas jeté, Emily. J'ai jeté la fausse version de toi. J'ai gardé la vraie toi en sécurité dans ce garde-meuble, attendant que tu reviennes. Elle a souri. Ce sourire sincère de l'enfance que je pensais ne plus jamais revoir. Eh bien, je suis de retour maintenant. Oui, ai-je convenu. Tu le es. Que feriez-vous si quelqu'un que vous aimez jetait votre cadeau le plus précieux? Partiriez-vous pour toujours? Ou les aimeriez-vous assez pour les laisser tomber, sachant que toucher le fond pourrait être la seule fondation assez solide pour construire une vraie vie? Parfois, la chose la plus difficile n'est pas de couper les ponts avec quelqu'un. C'est de savoir quand le laisser revenir. Mais quand vous le faites, quand vous faites tous le travail pour guérir et grandir, vous pourriez découvrir que votre famille est plus forte d'avoir été brisée. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage. Si cette histoire vous a touché, veuillez la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la rédemption est possible, que les familles peuvent guérir, et que parfois le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à quelqu'un est la chance de regagner sa place.